Merci mesdames, messieurs de vous joindre à nous. Bienvenue à cette autre édition du 20h sur Equinox Télévision. Suspension de certains journaux et de leurs directeurs de publication, les éditeurs de presse somment le Conseil national de la communication de revenir sur ces décisions. Ces promoteurs de presse réunis à Yaoundé ce jour ont remis la résolution au président du dit Conseil. Le budget 2014 est certes en nette augmentation, mais certains experts en finance craignent que ce budget ne tombe dans l'expérimentation du budget programme. Nous écouterons ces quelques-uns dans ce journal. Enfin, la souffrance des personnes handicapées dans nos édifices publics. Eh bien, la plupart des bâtiments et immeubles n'ont pas prévu d'espace pour permettre l'accès de cette catégorie de personnes sociales d'y avoir accès. Nous écouterons également dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci d'être à notre compagnie. Les populations installées Une fois de plus, bonsoir. Parlons de la grogne des populations du quartier Bépanda à Douala. Ce jour, ces populations ont assiégé le siège de la communauté urbaine de Douala. Elles se plaignent ainsi du processus d'expropriation dans le cadre du prolongement du boulevard Amadou Ahidjo. Les précisions dans ce reportage de Sivé Boulet et Julie Ngué. Les populations installées sur le boulevard de la République, précisément au lieu dit Axelou-Bépanda, Maïtu, et concernées par l'opération de déguerpissement, manifestent leur colère à l'explanade de la communauté urbaine de Douala. Les raisons de ce mouvement d'humeur sont diverses. Selon ces populations, les casses entreprises dans les zones d'habitation par le colonel Bikaï du génie militaire et son équipe ne respectent pas les prescriptions. Les démolitions annoncées pour le 2 décembre 2013 devaient être précédées du jalonnement des terrains. Nous voulons les jalons. Le délégué du gouvernement a dit qu'il va jalonner la route lundi. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Et il décide de détruire le 2. Je ne sais pas à quel moment il va venir jalonner notre route. Or, nous pensons qu'il va détruire anarchiquement afin de vendre les terrains de nos parents. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons les jalons à Bépanda. En plus de ce problème, on veut prendre la route sur quelle dimension? Nous voulons qu'on vienne vraiment nous jalonner et nous payer aussi les requêtes. Il y a aussi une école où les élèves, les écoliers sont encore en salle de classe. Et quand on détruit cette école, c'est pour que ces enfants aillent où? Vraiment, nous sommes désolés. Où le pays c'est le pays Cameroun, où nous sommes Camerounais, où nous sommes des étrangers dans notre propre pays. Et réclame le versement des indemnisations à toutes les familles concernées par l'opération. Des injustices sont enregistrées dans la répartition. On n'a pas payé tout le monde. On met les gens dehors sans les payer. Nous voulons qu'on les paye normalement. On veut nous enlever là comme si nous étions des bandits. Les requêtes ne sont pas payées. C'est des personnes qui ont fait des requêtes. Il n'y a pas de réponse, pas de réponse à ces requêtes-là. Pourtant, l'affaire est portée devant les tribunaux, accordée à ces personnes désemparées gain de cause. Seulement, la décision n'a jamais été respectée jusqu'ici. Nous avons porté plainte à la communauté urbaine au tribunal. En 2008, nous avons la grosse. Dans la grosse, il stipulait qu'on doit nous recaser, nous indemniser avant de faire déguerpir les gens. Oui. Alors, ils ont indemnisé les maigres sommes qu'ils ont données. Ça ne suffit même pas pour payer un maigre terrain. Ça ne suffit pas pour payer un terrain. Ils n'ont pas recasé les gens. À la communauté urbaine de Douala, où ils se sont rendus pour faire entendre leur voix, ils ont reçu les assurances du 4e adjoint du délégué du gouvernement, selon lesquelles aucune maison ne sera détruite si leurs revendications ne sont pas prises en considération. Le délégué donc nous a fait savoir qu'il n'y aura pas casse le 2 décembre, il n'y aura pas casse sans jalon. Il jalonnera d'abord. Le délégué venait de dire tout à l'heure qu'il ne peut pas casser et il ne peut pas demander au colonel Bikaï de venir casser. Parce qu'il va jalonner avec l'équipe, avec le président et son équipe. C'est tout ce qu'il a dit et il nous a garanti, il nous a donné sa parole. Au total, 408 habitations seront détruites par cette expropriation qui vise la construction d'une nouvelle route allant de l'Axelou-Bépanda à la Maïtu.
Il s'agissait bel et bien du reportage de Steve Eboulet et de Sandrine Babou. Comme nous le disions en titre, les éditeurs de presse exigent la levée immédiate et inconditionnelle des sanctions prises par le Conseil national de la communication à l'endroit de certains médias et de leurs promoteurs. C'était au cours d'une concertation qu'il vient de tenir à Yaoundé. Plus de précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Yannick Mbazoa. Les sanctions prononcées par le Conseil national de la communication à l'endroit de certains organes de presse et de leurs promoteurs n'ont pas laissé indifférents les éditeurs de presse, surtout vu les conséquences que ces sanctions entraînent. Ce sont des entreprises de presse qu'on met à terre, ce sont des boulots, un quotidien comme Ouest Littoral qui emploie près de 30 personnes. 30 emplois qu'on a mis à l'eau comme ça, du jour au lendemain, parce qu'il y a des types qui se sont assis pour prendre une décision, sans en mesurer les conséquences économiques. Ça peut être embêtant. Loin d'être arbitraire, l'un des mis en cause pense que ce sont des règlements de compte. Ils organisent le CNC pour régler les comptes personnels, en appliquant des méthodes qu'on ne voit que dans les films western. Dans le cas de Guardian par exemple, qu'un concurrent sanctionne son concurrent, ça n'a pas de sens. Pour les éditeurs de presse, le Conseil national de la communication vient une fois de plus de violer la liberté de la presse au Cameroun. La liberté de la presse a reculé de 20 ans, de 25 ans. Avec les mesures-là, la liberté de la presse a reculé de 25 ans. Tout en réaffirmant la nécessité de la régulation du secteur des médias, les éditeurs de presse demandent la levée immédiate et inconditionnelle de ces mesures iniques et leur réexamen, l'adoption d'accords partis avec les professionnels de la presse, d'un code de procédure d'examen des plaintes, la publication d'une nomenclature des sanctions en fonction des fautes, ainsi que la définition claire des manquements professionnels susceptibles d'être soumis à l'examen du Conseil national de la communication. Du côté du Conseil national de la communication, justement, c'est le silence total. Puisque joint au téléphone, le secrétaire général Jean-Toby Hond n'a pas souhaité faire de commentaires. Après cette concertation, les éditeurs de presse ont transmis le communiqué final de leur travail au président du Conseil national de la communication. Parlons à présent du budget 2014 qui est en nette augmentation, mais pour certains experts en finance, son exécution ne doit pas tomber dans les travers de l'expérimentation du budget. Programme parmi ces experts, on note le professeur Kenya Fodop. Ces derniers pensent par ailleurs que le budget actuel est en deçà des défis qui attendent donc le Cameroun. Les précisions avec Marcelin Ganson. Ce sera donc 3 312 milliards de francs CFA. Le budget 2014 est en augmentation de 116 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 2,3% en valeur relative. Une légère hausse par rapport aux 3 236 milliards de 2013. Une hausse qui ne surprend pas les experts de la chose économique. Le budget ayant pour but de supporter les dépenses d'équipement, de fonctionnement et d'autres dépenses du pays, étant donné que ces dépenses augmentent du fait non seulement de l'augmentation de la population, mais aussi des besoins, divers besoins du pays, il est tout à fait normal que le budget des pays, dont le nôtre, subisse d'une année à l'autre une augmentation. En réalité, et selon les experts, le budget du Cameroun pourrait atteindre le seuil de 5 milliards de francs CFA, sans que cela ne fasse l'effet d'une bombe. Les possibilités de création des richesses du Cameroun dépassent d'ailleurs les 3 200 milliards annoncés et que notre pays, du fait de son énorme potentiel économique, peut produire annuellement jusqu'à 5 000 milliards de recettes. Déposé enfin sur la table des députés le mardi 26 novembre, la loi de finances 2014 arrive dans un contexte particulier, marqué par la difficile expérimentation du budget programme. Il me semble d'ailleurs que certains ministères n'ont même pas encore exécuté leur budget à hauteur de 50%. Il ne faut vraiment pas se le cacher. Il faudrait à la limite qu'on repense la manière,
d'utiliser le budget du pays. Je suis de ceux qui pensent que la vie n'attend pas et qu'on ne peut pas remettre à demain des dépenses aussi vitales que les dépenses de santé, les dépenses d'éducation. À noter que l'augmentation du budget 2014 est justifiée par la prise en charge du dernier contingent des 25 000 jeunes recrues de la fonction publique, celle des élèves de la dernière cuvée des écoles normales. Ils sont au nombre de 7 000. Il y a aussi la rémunération des chefs traditionnels, décidée par le président de la République. Et puis, la prise en compte du Sénat, dont le budget s'élève à 15,2 milliards de francs CFA. Affaire Michel Thierry Atangana et Titus Edouard, les deux hommes étaient attendus ce jour à la Cour suprême. Ils sont sous le coup d'une condamnation de 20 ans de prison pour détournement, mais également trafic d'influence. Dans le reportage qui va suivre, Jean-Paul Chouniat revient sur le film de la déchéance de ces deux hommes depuis octobre 1997. Le 3 octobre 1997, Michel Thierry Atangana et Edouard Titus entament leur descente aux enfers avec une condamnation de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 30 millions pour 3 motifs. Tentative de détournement, détournement de deniers publics et trafic d'influence en coaction. À 3 ans de la fin de leur peine, une autre affaire éclate en 2009 avec des chefs d'accusation similaires. Edouard Titus et son protégé écopent à nouveau de 20 ans de prison ferme en octobre 2012. Pourtant, depuis 2010, l'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno Gain, dénonce le traitement infligé à son compatriote, le franco-camerounais Michel Thierry Atangana. Le gouvernement français, par la voix d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, fait feu de tout bois pour faire libérer Michel Thierry Atangana. Le pouvoir de Yaoundé reste de marbre, indiquant sa détermination de laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Le 21 janvier 2013, le président français rentre dans la danse. François Hollande écrit à Michel Thierry Atangana, déclarant que ses conditions de détention sont inadmissibles. Le comité de soutien à Michel Thierry Atangana dénonce un procès politique ordi par le régime de Yaoundé. Michel Thierry Atangana et son mentor Edouard Titus cumulent 35 ans de prison pour tentative de détournement et détournement de 59 milliards de francs CFA dans leur gestion du comité de pilotage et du suivi du bitumage des axes routiers Yaoundé-Crébi et Ayos-Bertois, ainsi que des fonds alloués à l'organisation du sommet de l'OUA de 1996 à Yaoundé. Limogé de son poste de tout-puissant secrétaire général de la présidence de la République, Titus Edouard échoue au ministère de la Santé publique, mais claque la porte du gouvernement le 20 avril 1997 et se porte candidat à l'élection présidentielle d'octobre de la même année. Débutent alors ses misères et galères, ainsi que celles de son acolyte, Michel Thierry Atangana, tous deux en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. En société, les édifices publics, dans leur grande majorité, n'ont pas aménagé des espaces pouvant permettre l'accès aux handicapés moteurs. Les plaintes de cette catégorie sociale vont également à l'endroit des transporteurs qui leur accordent peu d'attention. C'est dans ce reportage de Roméo Mbanga et Serge Alaoutou. Voici une autre difficulté à laquelle fait face la jeune vedette Aurore Ndjok. La vingtaine révolue, elle compte parmi les nombreux enfants sur lesquels la poliomyélite a laissé des séquelles, et ce depuis l'âge de 2 ans. Vedette Aurore Ndjok, handicapée moteur, évoque le calvaire de ses semblables dans une société qui a du mal à les intégrer. Même si on n'a pas inscrit les enfants, il faut qu'on te reçoive. On sort par exemple de bureau pour te recevoir, même pour aller inscrire les enfants, pour que le responsable sorte pour vous recevoir. Petit tour dans quelques services publics à Bonanjo, quartier administratif de Douala. Premier arrêt, les services du gouverneur de la région du littoral. Ce sont des marches qui se présentent à l'esplanade du bâtiment principal. Pas d'aménagement spécial pour handicapés moteurs. Là ne s'arrête pas le calvaire. Pour ceux des plus téméraires qui tiennent à tout prix à rencontrer le numéro 1 de la région du littoral, il va falloir gravir 78 marches pour atteindre le cabinet du gouverneur. Non loin de là, c'est la préfecture du Vouri qui offre son hospitalité aux handicapés moteurs. Tout un boulevard pour les accueillir. Mais une fois à l'intérieur, c'est l'euphorie qui fait place à une dure réalité. Ici également, pas d'aménagement spécial pour cette catégorie sociale. Ici, ce sont 40 marches qui séparent le rez-de-chaussée du cabinet du préfet situé au 2e étage. Aucun ascenseur visible par ici donc. Il faut faire appel à la force de ses biceps, comme c'est très souvent le cas avec Jean Massé,
Ce jeune qui avoue hors micro que c'est le village qui est à l'origine de son infirmité. Et ce, alors qu'il n'avait que 5 ans. Il a choisi les béquilles pour se mouvoir. Instrument pas toujours accepté par la société. Certains motomans refusent de nous porter le plus souvent, disant que soit les béquilles les dérangent, disant parfois que nous n'avons pas d'équilibre, on risque de tomber. Également dans le taxi, il y a certains, même quand il ne faut pas surcharger, ils surchargent, oubliant que peut-être je n'ai pas les 2 membres, mais ils nous serrent dans le taxi. Aux décideurs, ce message s'adresse à vous. D'abord, vedette Aurore Diop. La majorité des handicapés sont dans la rue en train de mentir, n'ont rien à faire. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on prouve quelque chose. Les personnes handicapées, on sait ce qu'on peut faire, même dans les sociétés. Et vous, Jean Massé? Que l'État puisse voir comment nous pouvons avoir des voitures électroniques. Là, ça pourra nous servir à nous déplacer, à se déplacer facilement. Ah, des voitures électriques. Tout un programme pour un Cameroun qui se veut émergent à l'horizon 2035. Et de l'horizon 2035, il en a été largement question lors de la rencontre entre le président de la République et une délégation des personnes handicapées. Au terme de la visite de travail à Douala, Paul Biya et l'Association des jeunes handicapés du Cameroun se sont accordés sur la vision du chef de l'État à l'horizon 2035. Les jeunes handicapés se disent engagés dans cette vision. Ils ont pris l'engagement d'accompagner le président de la République dans ses missions. Ces jeunes handicapés reconnaissent également que le chef de l'État reste sensible à leurs efforts. Je propose à présent de suivre la réaction de Jean-Pierre Fopa. Il est le président de l'Association des jeunes handicapés du Cameroun. Il est au micro de Serge Alaoto. Au cours de cet entretien avec le chef de l'État, nous avons d'emblée apprécié sa vision 2035 qui projette un Cameroun horizon 2035 qui est développé, qui a émergé et qui brille dans le monde. Un pays où la misère est devenue résiduelle et où le commun des citoyens a accès aux services sociaux de base. Et nous nous sommes dit engagés dans la même lancée pour que les personnes handicapées qui constituent quand même 3 millions de notre population contribuent à ce combat. Parce que si les problèmes des personnes handicapées, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la formation professionnelle et l'emploi, ne sont pas résolus pour que ces derniers contribuent efficacement au développement, c'est elles, les personnes handicapées, qui poseraient un problème à l'horizon 2035. Donc on s'est dit engagé et on a montré quelques signes. Tout ce qu'on fait depuis ces années pour contribuer à la construction d'un Cameroun qui tient compte de tous ses enfants. Le chef de l'État nous a compris. Il s'est dit sensible des efforts que nous faisons malgré notre handicap. C'est-à-dire, il a reconnu que ce n'est pas facile de... Quelques notes de musique dans cette édition du 20h avec André Maritala qui célèbre ses 45 années de carrière musicale. Il donne un concert vendredi pour remémorer ses fans sur sa centaine de titres qui ont meublé ses albums de titres à succès tels que Je vais à Yaoundé, Rouge à lèvres ou encore Hot Cookie. André Maritala était face à la presse à Douala où il a donc décliné les articulations de cet événement de cette année. Et les précisions avec Jean-Paul Chouniat. Tala André Marie, une icône vivante de la musique camerounaise de notoriété mondiale, pour ses chansons qui ont bercé des milliers de mélomanes de par la planète. Après avoir débuté sa carrière en 1969, l'homme décide de célébrer en 2014 ses 45 années de succès en un concept fort évocateur. Trajectoire, un résumé du parcours d'un artiste musicien émérite, André Maritala. 5 ans, c'est pas rien. Si je réalise mes 45 ans comme il faut, peut-être que je pourrais avoir des forces pour faire les 50 ans, mais je me sens prêt pour commémorer, pour organiser mes 45 ans de carrière et faire le point. En compagnie de la fine crème de la musique camerounaise, Sanfan Thomas le roi du Makassi et Kambi Briand l'American Boys,
Otto Marcelin le parolier, Talla André Marie veut raviver la mémoire de ses adeptes à travers ses titres fétiches Je vais à Yaoundé, Rouge à lèvres, Ben Sikin, Sikati, pour ne citer que cela. En 45 ans de carrière, André Marie Talla a encore la mémoire fraîche sur les temps forts et les secousses qui ont jalonné sa vie d'artiste. Ses mauvais souvenirs, l'échec d'un concert donné à Abidjan au début des années 80. Et je n'ai pas eu assez de spectateurs parce que Baïs Pinto venait de rentrer du Cameroun où il a dit sur leurs médias qu'au Cameroun on n'aime pas accueillir les étrangers, ce qui était faux parce que c'était l'acte d'un individu que je ne vais pas citer. André Marie Talla a côtoyé des célébrités, le français Claude François, la sud-africaine Myriam Makeba et surtout l'américain Stevie Wonder. Et parmi les personnalités, les feux présidents gabonais Omar Bongo Ondimba et Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. J'ai eu le luxe de recevoir son coup de fil dans mon hôtel. Il me demandait de laisser mon chauffeur et la voiture que l'État m'avait donnée rentrer par la route et que j'allais prendre son avion personnel. André Marie Talla déplore la facilité dans laquelle verse la majorité des jeunes artistes. La piraterie et les querelles internes qui minent et ruinent la famille musicale camerounaise. Au sortir de cette conférence de presse, l'artiste et musicien émérite André Marie Talla s'est prononcé sur la crise que connaît la musique au Cameroun. Je propose de l'écouter au micro de Jean-Paul Chugnat. Ceux qui veulent servir là, ceux qui veulent servir les artistes n'ont pas besoin de lutter. Ceux qui veulent servir le Cameroun ont intérêt à garder un peu de recul. J'estime que si on a des problèmes à régler, on peut les régler et créer une table ronde, créer des occasions pour se voir, essayer de voir qu'est-ce qui mine la musique, comment faire pour récupérer les droits d'auteur, comment faire pour que l'artiste puisse vivre mieux sans se déchirer et en essayant de faire comme des hommes intelligents. J'espère qu'un jour tout cela va se calmer et que ça pourra donner envie qu'on puisse se rapprocher entre eux. Peut-être qu'un jour viendra où je pourrai accepter d'aller pour apporter ma petite pierre, mais je ne souhaite pas aller dans un endroit où les gens vont me salir, même sans me connaître, même sans connaître mes objectifs et les ambitions que je peux faire pour les artistes, puis commencer à salir les gens parce qu'ils ont faim. Donc... Les nouvelles au-delà de nos frontières nous conduisent tout d'abord en Somalie où l'on note une forte baisse des attaques le long de la côte Est. Ceci est dû grâce aux patrouilles de la force navale internationale. Elle a contraint de nombreux pirates à trouver un nouveau travail. Les précisions avec les confrères de CCTV. La piraterie est connue pour être une occupation meurtrière, mais pour les gens comme Mohamed, c'était un moyen de vivre. Ce qu'il y a, c'est que nous n'avions pas de travail. Et nous étions motivés par des gens de notre âge qui font des centaines de milliers de dollars. Mais c'est devenu risqué. En fait, 7 de mes frères et des membres de ma famille ont été reconnus coupables d'actes de piraterie et ils purgent leur peine au Kenya, aux États-Unis et aux Seychelles. J'ai dû arrêter. La piraterie en Somalie, c'est comme une compagnie structurée. Certains donnent des renseignements sur de possibles cibles, d'autres agissent comme négociateurs et d'autres font le sale travail. Des hommes armés comme Mohamed qui sont sur les bateaux rapides. Nous les poursuivions et montions sur le bateau ciblé. La première chose, c'était de prendre le téléphone satellite Touraya du capitaine et de communiquer avec notre chef. Ensuite, il s'occupait immédiatement des intermédiaires et des négociateurs et nous donnait des instructions sur ce qu'il fallait faire. Mais nous étions aussi libres de prendre tous les mobiles, l'argent, les montres et autres choses de valeur de l'équipage sous la menace des armes bien sûr. Mohamed a vécu ce genre de vie pendant 2 ans et a abandonné seulement quand la chance a tourné. Nous étions en train de pourchasser un bateau allemand à ce moment-là et il a communiqué avec un autre bateau d'escorte. Mais quand nous avons vu le bateau d'escorte avec une antenne sur le devant, nous pensions que ce n'était qu'un autre bateau. Donc nous avons continué à le suivre. Nous avions tort. Ils étaient plus nombreux et nous ont pris sous la menace des armes. Mohamed a été vite relâché et maintenant il est étudiant à l'université de Mogadiscio. Il dit qu'il ne retournera jamais à la piraterie, mais il dit aussi qu'il ne regrette pas ce temps passé en mer. Notons à la suite de ce reportage que la menace des actes de piraterie compte en économie mondiale un peu plus de 15 milliards de dollars. C'est ce qui ressort de la conférence des autorités maritimes en Afrique du Sud. Pour plus de précisions, on retrouve une fois de plus les confrères de CCTV. Plus de 90% de l'Afrique dispose d'une frontière avec la mer. Et donc, quand les pirates frappent, ce n'est pas juste contre le propriétaire du navire ou son équipage ou les assureurs qui souffrent.
Déployer des navires de guerre dans l'océan Indien a permis de dissuader les pirates somaliens. Mais désormais, l'Afrique de l'Ouest a un problème. Les attaques de pirates ici ont bondi d'un tiers rien que cette année. Et trouver une solution est cruciale à l'occasion de cette conférence de l'Afrique sur la sécurité côtière et maritime. Cette conférence sur la piraterie dans les eaux africaines tente d'obtenir le maximum d'intégration régionale face à la réponse des pirates. L'objectif est de tirer des leçons de ce qui a été appris des côtes somaliennes vers les eaux de l'Afrique de l'Ouest, où le golfe de Guinée enregistre des problèmes croissants liés au crime organisé et à la piraterie, et aussi ce qui a obtenu du succès en Somalie et qui pourra être reproduit en Afrique de l'Ouest. Le pétrole est le principal attrait des pirates d'Afrique de l'Ouest. Les bateaux cargos sont lents et leur chargement facile à vendre. Et la mission de la marine nigériane est difficile. Ce que nous faisons peut être qualifié de mesures rigoureuses. La marine nigériane a instauré de nombreuses mesures pour sélectionner les navires. Et une fois qu'un navire transporte du pétrole, s'il ne fait pas partie de ceux ayant reçu l'approbation des autorités maritimes, alors le navire est arrêté. Parmi les solutions, de nouveaux vaisseaux de patrouille à la pointe de la technologie. Certains ont été construits ici au Cap. Cependant, les responsables déclarent que ce dont ils ont réellement besoin est d'un autre effort naval international. Il semble que cela ait fonctionné sur la côte Est. Ce devrait également être le cas à l'Ouest. Enfin, en Égypte, le projet d'une nouvelle constitution sera soumis au référendum durant la seconde moitié du mois de janvier. L'annonce a été faite par le Premier ministre et les Égyptiens alors que le scrutin est une étape vers un gouvernement démocratique. Reportage. Suite à la destitution orchestrée par l'armée du premier président égyptien élu démocratiquement, les voix se sont élevées accusant les militaires de tenter de contrôler entièrement le pays. En signe de bonne volonté, le gouvernement par intérim a recours à une politique transparente en impliquant les citoyens aux préparatifs de la consultation populaire. C'est en effet la première fois qu'un comité électoral demande aux Égyptiens de contrôler les listes électorales avant le début du vote. Il est important à nos yeux que les citoyens sachent qu'ils ont ce droit. Cette liste est maintenant ouverte à tous. Les citoyens doivent être dynamiques. Contrôlez votre situation électorale maintenant, et si vous connaissez un citoyen décédé ayant encore le droit de vote d'après nos données, faites une déclaration dès maintenant. Le renversement de Mohamed Morsi a été justifié par la volonté populaire. Alors le défi réel pour les dirigeants intérimaires réside dans le taux de participation au référendum constitutionnel. Un taux élevé sous-entendrait l'acceptation par la majorité non seulement du document, mais aussi d'une nouvelle vision politique. Cela dit, les premières indications ne semblent pas aller dans ce sens. En ce qui concerne le vote des Égyptiens de l'étranger, encore une fois, nous avons besoin d'aide. Le comité possède une base de données de 662 000 inscrits sur les listes électorales de l'étranger. Mais malheureusement, j'ai le regret de vous informer qu'elle ne correspond qu'à une augmentation de 11 000 depuis le début du recensement électoral en octobre. La plupart des inscrits sur les listes électorales de l'étranger sont des partisans de l'ex-président Morsi. Et on s'attend à ce qu'ils boycottent le référendum ou ne votent pas positivement. D'un autre côté, les 50 membres du comité ayant la responsabilité de préparer le projet de nouvelle constitution sont divisés sur les articles déterminant l'identité nationale. La demande copte de mentionner que l'Égypte est un État civil a d'ailleurs été ignorée par la majorité. Et suite à l'impossibilité d'obtenir un accord à 75% sur les articles restants, le comité tente maintenant de modifier les règles du jeu pour n'avoir qu'à obtenir la majorité absolue, soit 50% des voix plus une. En page réclame de ce journal, le Lions Club de Douala Orchidée remet des dons aux personnes du 3e âge. C'était à l'occasion du 10e anniversaire de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun. Reportage. En décidant de prendre part à la célébration du 10e anniversaire de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun, le Lions Club Douala Orchidée n'est pas venu les mains vides. Pour rendre la fête plus belle, il offre des dons constitués des déambulateurs, des béquilles, un appareil pour la rééducation et des fauteuils roulants. Le tout évalué à près de 12 millions de francs CFA.
Donc nous nous sommes rapprochés de la MOUPAC pour pouvoir apporter notre contribution. C'est une contribution que nous avons apportée avec les moyens, avec les appuis que nous avons, que nous recevrons. Nous continuerons de le faire, toujours dans le sens de venir en aide à la problématique qui se pose pour les personnes âgées. Soucieux du sort des personnes du troisième âge, le Lions Club Douala Orchidée plaide pour la prise en compte des doléances de ces couches vulnérables. Ces hommes et femmes, retraités pour la plupart, saluent cet élan du cœur du Lions Club Douala Orchidée. Nous, les gens âgés, nous sommes contents de cette opportunité qui nous est offerte par le Lions Club Orchidée. Nous sentons qu'à notre âge, croyant être abandonnés par les nôtres et par la société, il y a certaines organisations qui pensent à s'occuper de nous. Nous espérons que le Lions Club Orchidée et toutes les autres sections du Lions Club continueront à penser à nous jusqu'à ce que nous ayons quitté cette terre de rédemption. Cette demande d'assistance permanente trouve un écho favorable auprès des membres du Lions Club Douala Orchidée. Oui, nous pensons qu'elle va aller dans la durée. Nous allons peut-être, ça va devenir une œuvre pérenne du Lions Club Douala Orchidée, mais c'est en plus des différentes autres actions que nous avons l'habitude de mener à travers la santé, l'éducation et les autres mesures d'hygiène et de salubrité. Le Lions Club Douala Orchidée est un groupe de femmes qui va à sa 33e année d'existence. Il compte à son actif plusieurs institutions qui œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des personnes nécessiteuses. Un projet de construction d'un centre d'accueil pour les personnes âgées est annoncé dans les prochains jours à Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e. Enfin, un nouveau produit pour lutter contre les carences nutritionnelles. Il s'agit de Trevo. Ce produit a été mis en vente au Cameroun. C'était au cours d'une cérémonie solennelle tenue dans la ville de Douala. Reportage. Trevo Corporate étend ses tentacules dans le monde entier, l'entreprise basée à Oklahoma, aux États-Unis et spécialisée dans les compléments nutritionnels, ouvre sa filiale du Cameroun ce 26 novembre 2013. Pour marquer d'une encre indélébile le lancement officiel du produit, qui de mieux que le président directeur général de Trevo, Mark Anthony Steven, qui a fait le déplacement du Cameroun. Cameroon has been in Africa for about 2 years, and the people of Cameroon have been so receptive to the Trevo product and the Trevo mission. And so it was our delight as a company to come to Cameroon to spread the news that people can create wealth and prosperity in their life through their health, through their finances, and living a life that makes a difference. Les gens ont adopté le produit sans qu'il ne soit lancé. Et aujourd'hui, quand Trevo arrive, c'est pour combler effectivement cette passion qui a été celle des Camerounais de pouvoir véritablement commencer à utiliser d'autres produits Trevo. La mission et le but de Trevo est d'améliorer la vie physique, émotionnelle, spirituelle des populations, mais également financière à travers son programme Business Trevo. Nous pensons bien évidemment qu'il devrait également être celui qui permet non seulement d'avoir cette santé, mais d'avoir un nouveau style de vie pour les uns et les autres, parce que ça impacte les vies et les finances. Trevo corrige les carences nutritionnelles grâce à sa riche formule constituée de plus de 174 ingrédients. La particularité de Trevo, c'est bien évidemment sa formule micro-ionisée, le pouvoir liquide en une seule bouteille, tout simplement pour corriger les carences nutritionnelles. Un nutriment miracle pour les inconditionnels consommateurs qui témoignent ici de ses bienfaits. J'ai fait l'accident et j'ai eu une double fracture au bras, une double fracture complète. Alors j'ai consommé Trevo. Ce produit m'a permis en 3 semaines. Ce produit a rétabli mon bras en 3 semaines et entre autres, je souffrais aussi du mal d'estomac qui s'est volatilisé. Trevo existe en format de 1 litre et 60 millilitres. 100% végétarien et sans effet secondaire, il est conseillé aux enfants âgés de plus de 2 ans, aux adultes et aux personnes du 3e âge soucieuses de leur bien-être. Le Trevo n'est pas un médicament, mais il vient juste en complémentarité pour mieux prendre en charge un patient, pour celui qui est malade. Et ensuite, pour celui qui n'est pas malade,
il peut l'utiliser juste pour réguler les organes nobles. Certifié au Cameroun, Crévo est vendu dans l'unique point agréé par Crévo Cameroun, basé à Douala. À l'immeuble Domino, juste en face de Comessi, depuis ce jour. Avec Crévo, c'est donner à votre corps la puissance du bien-être. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, la page météo juste après, 237 le débat. Joseph Fénelon Maropsen et ses invités vont revenir sur la décision du Conseil national de la communication qui a suspendu certains journaux ainsi que leurs directeurs de publication respectifs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.